travail. Bonjour à tous, rebonjour, bienvenue dans Midi au Perchoir. Nous sommes avec le député Julien Audoul. Bonjour Julien. Vous êtes député de Lyon, donc le 89, dans la 3e circonscription. Et vous avez été élu cette année en gagnant contre la députée sortante de La République En Marche, avec quasiment 56% des voix contre 44% pour elle, si mes calculs sont bons. Exactement. Et vous êtes membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation. Et bientôt du sport, puisque le sport va être ajouté. Or, moi, avant qu'on parle de la PPL, ça m'étonne. Pourquoi une PPL sur les rodéos urbains dans la commission des pour un député de la commission des affaires culturelles et des sports? Hop, je vous mets juste le micro là. Alors, il n'y a pas d'obligation pour un député de déposer des propositions de loi qui correspondent aux thématiques ou aux compétences de sa commission. On est tous répartis dans des commissions. Moi, j'ai fait le choix par affinité, par expérience et puis aussi parce que c'est ma formation, donc de privilégier les aspects culturels et éducatifs, mais tous les sujets, en tout cas, m'intéressent, et un député peut évidemment à la fois intervenir sur tous les sujets, amender sur n'importe quelle proposition de loi et déposer une proposition de loi qui concerne une thématique qui n'est pas dans sa commission. D'accord, et d'ailleurs c'est la 3e PPL que vous déposez. La première, c'était pour la création d'une disposition fiscale visant à lutter contre l'abandon des animaux de compagnie, et une visant à améliorer le financement du permis de conduire. Et du coup, cette PPL que vous déposez sur le site de Pure Pause et à l'Assemblée nationale en milieu du mois d'octobre a pour but de lutter efficacement, tous les mots comptent, efficacement contre les rodéos motorisés urbain. Donc cette PPL s'inspire aussi du modèle britannique qui se passe à Londres. On y reviendra après. La première question, c'est pourquoi avoir décidé de déposer cette PPL maintenant ? Maintenant, puisque on assiste depuis quelques mois maintenant à la multiplication de faits divers liés donc à ces rodéos urbains. Rodéo urbain, d'ailleurs, c'est un beau terme pour qualifier ces actes qui sont à la fois d'ensauvagement, qui constituent des actes d'insécurité pour le quotidien, et aujourd'hui qui sont aussi des prétextes pour s'en prendre et agresser les forces de l'ordre, il faut bien le dire. Et il y a eu des faits divers qui étaient insupportables, notamment la mort d'enfants il y a quelques mois, des policiers, on l'a vu dans des vidéos sur les réseaux sociaux, qui ont été traînés sur plusieurs mètres à la suite donc, de rodéos urbains. Et puis, on le voit depuis 3 ans, il y a eu une augmentation de 1400% donc d'auteurs condamnés. Donc aujourd'hui, c'est une vraie problématique, et on sent que les pouvoirs publics sont totalement impuissants, et qu'il y a beaucoup à la fois de tâtonnement, voire de lâcheté, pour éradiquer ce phénomène. Alors j'ai vu ce chiffre-là et j'ai un petit bémol à y apporter parce que j'ai fait mon journaliste qui fact-check les chiffres. Alors en fait ces chiffres-là sont particuliers puisque vous prenez la base, donc 92 condamnations en 2018, sauf qu'il faut rappeler que la loi a été adoptée en août et qu'elle a été... que la première condamnation, d'après ce que j'ai lu dans les médias, c'était le 28 août. Donc c'est 92 sur 4 mois et non pas sur 12 mois, ce qui évidemment, l'augmentation est plus importante. Et si on ramène au nombre de condamnations par mois, on a une augmentation qui est certes importante de 400%, mais c'est pas 1400. Je voulais le repréciser parce qu'effectivement c'est 92 sur 4 mois en 2018 et 1383 en 2021 sur 12 mois. Donc, alors après, on peut évidemment... non mais c'est très bien d'être précis, on peut jouer sur les chiffres. La réalité, c'est que ça gangrène le quotidien de bon nombre de Français, que même dans la ruralité, moi je le vois dans ma circonscription, dans des petites communes, vous avez quelques individus qui pourrissent l'environnement, qui aujourd'hui qui constituent des menaces très localisées, parce que quand vous sortez avec vos enfants, vous promenez, et que vous avez un scooter qui fait une roue arrière, qui va sur les trottoirs, etc., vous avez le risque effectivement que votre enfant soit blessé ou malheureusement tué. Donc il faut véritablement que la peur change de camp, c'est ça, et que le policier ne soit plus dans l'incapacité d'exercer sa mission, c'est-à-dire assurer la sécurité publique. Alors déjà, parce qu'on parle beaucoup de rodéo urbain, est-ce que vous pouvez définir ce que c'est un rodéo urbain ? Parce que c'est un mot qu'on entend beaucoup, rodéo, on a l'image d'un rodéo à l'américaine. Ouais. Non, c'est pour ça qu'en fait, je trouve que le terme est très policé, et il fait même un peu sportif. Oui, on a l'image du cow-boy sur le cheval fou. Là, en l'occurrence, le cow-boy, c'est plutôt une racaille.
voire quelquefois un trafiquant de drogue, bien connu des services de police, puisque c'est souvent des multirécidivistes, parce qu'ils ne font pas que du rodéo. Encore une fois, ils ont d'autres faits d'armes à leur actif. Et puis, la monture, c'est une mini-moto, un scooter, et souvent volé, d'ailleurs. Souvent volé. C'est pour ça, d'ailleurs, que les dispositifs qui ont pu être pris par le passé à la confiscation, en fait, ils n'en ont rien à faire. La confiscation, parce qu'ils en reprennent d'autres, etc. Et souvent, le véhicule ne leur appartient pas. Et donc, la définition, c'est très clairement pourquoi c'est sauvage, puisque c'est sur l'espace public, c'est dans le quartier, c'est sur les trottoirs, c'est sur la voirie, de nuit comme de jour, d'ailleurs, des petits groupes qui font des allées et venues avec beaucoup de bruit et avec des risques inconsidérés pour les riverains. Alors justement, on a Erol qui est dans le chat et qui vous pose, j'ai déjà une première question. En 2 minutes, je viens de trouver qu'il y avait déjà une loi en 2018 qui lutte contre le rodéo urbain avec amende et emprisonnement prévu. Que comptez-vous y ajouter ? On arrive du coup on arrive au détail de la proposition de loi. Justement, on va switcher l'écran. Donc là, c'est le projet sur PurePause. Et d'ailleurs, vous pouvez toujours en direct, actuellement, on en parle, en discuter. Je vérifie juste si c'est la bonne, puisque j'ai mis aussi celle de Ciotti dans mes favoris. C'est la bonne. C'est la bonne. Donc voilà, donc on va sauter l'exposé des motifs. Enfin, vous pourrez revenir dessus, mais juste la proposition de loi est là. Donc c'est 5 articles, cinq articles. Le premier, donc, c'est créer du coup dans le code de sécurité intérieure un chapitre sur le contact tactique. Voilà. Et ça on va en parler plus en détail. Il y a aussi du coup augmenter les risques d'emprisonnement et les amendes prévues, donc passer d'1 an à 3 ans et de 15 000 à 45 000, de rajouter une phrase au code de la route, les frais d'enlèvement, de garde de fourrière et de destruction sont à la charge de l'auteur de l'infraction. Rajouter également, alors ça c'est un des articles qui a fait énormément réagir, même dans les gens qui ont commenté sur le site de PurePause, c'est expulser l'auteur des faits de son logement social. Ça, évidemment, ça pose beaucoup de questions. Et la troisième, la promulgation, 1 mois après la promulgation de la loi, le gouvernement doit remettre un rapport au Parlement sur l'évolution de la formation des policiers et des gendarmes pour mettre en application les modifications apportées par la loi. Donc ça fait évidemment... Alors pourquoi faire ces 5 articles-là ? Pourquoi pas qu'un ? Pourquoi Alors quand on analyse donc les 5 articles, on voit qu'il y a une cohérence. L'objectif, c'est véritablement l'efficacité. L'objectif, parce que notamment en matière de sécurité, pour qu'une loi soit efficace, il faut qu'elle soit dissuasive. Et le vrai problème en fait, de notre juridiction actuelle, c'est que les dispositifs existants, la législation n'est pas dissuasive pour les auteurs d'incivilité, pour les délinquants. Donc là, cet objectif-là, il est rempli à mon sens par plusieurs articles, notamment pour redonner l'initiative aux forces de l'ordre, parce qu'aujourd'hui, les forces de l'ordre, malheureusement, sont quelquefois passives ou dans l'impuissance de pouvoir enrayer ce phénomène, puisqu'elles n'ont pas la possibilité d'aller interpeller, d'aller au contact. Donc c'est pour ça que moi j'ai repris ce qui se fait en Grande-Bretagne, donc avec le contact tactique qui est donc le tampon, en fait. Donc c'est la possibilité pour un policier, pour un gendarme, d'intercepter donc l'individu auteur du rodéo urbain en utilisant son véhicule. Voilà. Alors, il ne faut pas rentrer dans les caricatures, ça marche très bien en Grande-Bretagne, donc ça a fait diminuer d'ailleurs le nombre d'auteurs de rodéo urbain et de faits divers, je le dis dans l'exposé des motifs. Après, c'est très particulier le modèle britannique, il faut le rappeler, il y a 300 agents qui ont été formés entre 2017 et 2019. Bien sûr, mais justement, il faut qu'il y ait une formation, c'est-à-dire Parce que vous, dans votre PPL, vous précisez que c'est du coup agents de police nationale, police municipale, les douanes, et les militaires de la gendarmerie qui peuvent le faire. Alors j'ai pas en tête le nombre, mais ça doit faire plusieurs dizaines de milliers de personnes. Comment arriver à les former, ces gens-là ? Déjà principalement la police nationale. C'est la police nationale qui est confrontée en priorité donc à ces auteurs de rodéo sauvage. Effectivement, il faut les former. Et moi, ce que je souhaite aussi, d'ailleurs, c'est le 5e article, qui est un compte-rendu qui soit fait,
qu'il y ait véritablement une analyse des résultats. Parce que la loi, il faut véritablement, si elle est adoptée, qu'on mesure bien est-ce qu'elle est efficace, est-ce qui, contrairement aux dispositifs existants, est-ce qu'il y a des améliorations sur le terrain. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait les deux. Il faut qu'il y ait en amont la formation pour permettre aux forces de l'ordre justement d'utiliser cette nouvelle tactique et ce nouveau dispositif pour aller au contact et pour aller intercepter. Et après, il faut voir si c'est véritablement efficace, dissuasif. Parce que là où c'est très important, c'est que les racailles sur le terrain, les délinquants, après on les appelle comme on veut, moi j'ai pas de problème sur les termes, savent très bien que les policiers sont pieds et poings liés. Et donc, souvent les font venir, savent très bien que les policiers ne pourront pas les poursuivre, parce qu'on a bien vu il y a quelques mois, quelques années, à chaque fois qu'il y avait un incident, etc., ou comment c'était instrumentalisé, notamment sur les réseaux sociaux, et on avait des policiers qui refusent, tout simplement en disant non, on ne peut pas les poursuivre, on ne peut pas les intercepter, etc. À partir du moment où les auteurs savent que le dispositif permet aux policiers entre guillemets de leur rentrer dedans, si je puis dire, même si c'est pas le bon terme, mais en tout cas d'intercepter leur scooter avec leur véhicule, ça change pas mal de choses. Ça change pas mal de choses parce que l'auteur de rodéo qui sait qu'il est dans l'illégalité prend un risque. Voilà. Et oui, ça, c'est la dissuasion. Il sait déjà qu'il est dans l'illégalité, il le fait quand même. Oui, mais là il prend pas de risque. Là, il prend pas de risque. Il sait qu'il ne risque rien, a fortiori les mineurs. Il sait qu'il risque pas grand-chose par la police, encore moins par la justice, évidemment. Et ensuite, parce que les articles suivants sont très intéressants, il y a des sanctions au portefeuille. Oui, mais je veux dire, passer d'un... Vous dites justement, ils sont mineurs. Un mineur, qu'on lui dit, tu vas payer 15 000 euros ou 45 000 euros, c'est des chiffres pour lui. Dire que ce soit 15 000 ou 45 000... Là, c'est le citoyen qui parle. Je vois pas en quoi, par exemple, passer de 15 000 à 45 000 va plus dissuader un jeune de faire du rodéo. Ce qui va le dissuader, ce qui va notamment peut-être dissuader sa famille, c'est l'expulsion du logement social. Parce que... Donc la famille trinquerait pour les conneries du gamin. Ah, mais vous savez, quand un jeune n'est pas éduqué, quand un jeune est laissé à l'abandon et constitue une menace pour le quartier, pour les riverains, je pense qu'il faut qu'il y ait une sanction parce que la responsabilité, c'est pas seulement celle de l'État, c'est pas seulement celle des pouvoirs publics, mais c'est aussi celle de la famille de faire en sorte que ce jeune, je ne dis pas soit le plus exemplaire, le meilleur à l'école, etc., mais au moins ne soit pas une menace et au moins ne mette pas en péril la vie de riverains, d'enfants, de policiers, etc. Moi, je considère que c'est une mesure de bon sens et de justice sociale qui incite à responsabiliser tout le monde. Il y a Ellie dans le chat qui me dit: quelqu'un peut me dire que risque théoriquement une personne qui fait du rodéo actuellement avec la loi. Bah, du coup, c'est 1 an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende. C'est théoriquement. Et la suppression du véhicule, enfin la confiscation. La confiscation du véhicule. C'est notre nouvelle amie. Ce que je souhaite, c'est que la destruction, soit non pas la charge de la société, de l'État, donc c'est-à-dire nos impôts, très clairement, mais de l'auteur. Que ce soit l'auteur donc, qui paye et qui finance cette destruction. Et donc l'aspect aussi responsabilité, le logement social, qu'on peut appliquer pour d'autres. C'est un débat qui avait été ouvert il y a quelques mois, parce que c'est vrai que ce sont toujours les mêmes. Le logement social, il est financé par les Français, par nos impôts. Il est entretenu par nos impôts et il est intolérable que ce soit toujours les mêmes qui finalement bénéficient à la fois de la générosité des Français pour son logement et en même temps qui dévaste l'environnement et quelquefois qu'il peut blesser, agresser ou tuer des habitants qui sont à côté. Donc très sincèrement, il faut qu'il y ait une réponse qui soit sévère, j'allais dire qui est multiple, à la fois sur l'aspect dissuasif sécuritaire, à la fois sur l'aspect judiciaire et à la fois sur l'aspect pécuniaire. Alors là, j'ai plein de questions qui me viennent, mais je vais lire quelques-unes dans le chat. Le Breton, qui est très intéressant, fait expulser du logement, ok. Mais après, la famille va où ? Ah, bah ça, c'est en tout cas, elle n'aura pas droit à un logement social. Alors, il y a eu un exemple, notamment dernièrement, qui a fait parler, à Pontoise, où ça a été décidé par la municipalité de sanctionner l'auteur. Donc avec l'expulsion du logement social, je considère que c'est des bons signaux, pour à la fois pour assurer la tranquillité publique et à la fois pour responsabiliser tout le monde. Encore une fois, les familles,
quelquefois, alors je dis bien, il y a des familles qui ont des difficultés, très bien, mais il y a beaucoup de familles dans la ruralité qui ne sont pas dans les quartiers difficiles, qui sont quelquefois beaucoup plus pauvres que certaines familles de quartiers tristement célèbres et qui élèvent leurs enfants magnifiquement. Et les enfants ne seront jamais des délinquants. Voilà, donc l'argument social n'est pas forcément justifié. Après, vous savez bien que des fois, on peut être aimé par ses parents et pas. Est-ce que vous avez toujours obéi à vos parents? Vous avez jamais eu l'envie de. En tout cas, j'ai jamais été un délinquant. Vous n'avez jamais fait de conneries dans votre enfance? On a tous fait des conneries. Heureusement, on a tous fait des conneries. Des exemples. Notamment à l'adolescence. Et quand on fait une connerie, le rôle des parents, c'est de reprendre son enfant, de lui rappeler le droit chemin, de le sanctionner, de le corriger si besoin, et de lui montrer, voilà, tout simplement, ce qu'il faut améliorer. Ça, c'est pas que le rôle de la société, c'est pas qu'à la société, et d'ailleurs c'est pas du tout le rôle de la société d'éduquer les enfants et d'élever les enfants, c'est d'abord aux familles. Mais les parents peuvent être défaillants. Ah oui, et pas sûr. Forcément uniquement dans ceux qui ont des logements sociaux. On voit que les défaillants, mais bien sûr, mais bien sûr, mais les parents peuvent être défaillants, ça arrive. Pour autant, est-ce que c'est la société de payer à chaque fois? Je ne le pense pas. Et de payer à tous les niveaux. De payer financièrement, c'est une chose, mais quand vous le payez avec la dégradation de services publics, d'abris de bus, de commerce, quand vous le payez avec des agressions de forces de l'ordre, voire avec la mort d'un enfant, excusez-moi, je pense que c'est intolérable et on ne peut pas l'accepter. J'ai une question qui me vient à l'esprit, c'est est-ce que ça ne créerait pas une discrimination dans le sens où, pour par exemple un gamin qui fait du rodéo urbain mais qui n'est pas en logement social, pourquoi sa famille à lui serait subirait moins de préjudice qu'une famille qui vit en logement social? Parce que, encore une fois, le logement social, il est financé par tous les Français. C'est ça la différence. Techniquement, les aides sociales que les familles qui ne sont pas en logement social touchent sont aussi financées par tous les Français. Oui, bien sûr. Mais... Donc, est-ce que par exemple pour les familles qui ne vivent pas en logement social, il pourrait y avoir, je sais pas, une réduction des aides sociales qui pourrait leur être donnée? Mais écoutez, ça peut être l'objet du débat parlementaire. Ça, c'est en tout cas moi ce que je souhaite. J'ai proposé donc avec mon collègue Laurent Jacobelli donc cette proposition de loi que je juge utile vu l'ampleur du phénomène et vu les nuisances et les drames que cela génère. Après, l'objet du débat parlementaire, c'est d'améliorer. C'est qu'il y ait des amendements, c'est justement... on n'a pas la science infuse tout seul. Moi, je suis en tout cas tout à fait ouvert. Si elle est discutée, je souhaite qu'elle soit discutée, que mes collègues parlementaires, qu'ils soient de mon groupe, de mon groupe, en tout cas, ils ont pratiquement tous co-signé ce texte, mais d'autres groupes qui puissent améliorer. C'est une discussion et j'espère en tout cas qu'elle aboutira en tout cas sur un dispositif efficace pour l'intérêt général. Bon, il y a beaucoup de gens qui réagissent dans le chat, vous pouvez le voir. Il y a plein de questions très intéressantes, par exemple dans le cas d'un mineur placé en foyer ou par exemple dans le cas où l'enfant des parents divorcés, est-ce que les deux parents sont expulsés de leur logement? Il y a plein de questions qui se posent, mais on voit que c'est un sujet qui fait réagir. Bien sûr, et ces questions elles sont tout à fait légitimes et je remercie tous ceux qui les posent. Ça prouve qu'il y a de l'intérêt et ça prouve qu'il y a justement que ce dispositif fait débat. Après, on peut discuter des modalités. Je pense qu'il faut qu'il y ait un principe général. On constate, c'est pas encore une fois 100%, que la plupart des auteurs sont toujours les mêmes, viennent souvent des mêmes quartiers et sont principalement et habitent dans des logements sociaux. Voilà. Alors, est-ce qu'il faudrait pas prendre politique fiction, est-ce qu'il faudrait pas prendre le projet par l'inverse plutôt que se demander pourquoi c'est spécifiquement ces jeunes-là qui font ça? Est-ce que c'est pas parce que, comme diraient certains, ils s'emmerdent dans leur... Non, mais c'est une vraie question. Ouais. C'est une vraie question que certains se posent. Parce que j'entends l'argument si on dilapide des milliards dans les banlieues depuis des années et rien ne se passe. Tout à fait. Mais bon, il faut voir aussi la tête de certaines banlieues qui, quand même un peu pourries. Avec des... Là, je regardais hier TF1 pour regarder l'annonce de la liste des joueurs. Je ne sais pas si vous l'avez regardé vous aussi. Il y avait un reportage sur un immeuble qui, depuis 6 mois, n'avait plus d'eau chaude. Les ascenseurs ne marchaient pas. Je peux comprendre qu'aussi que des gamins qui vivent là-dedans... C'est le vrai problème de la politique de la ville, parce qu'on a déversé depuis 30 ans des dizaines de milliards d'euros dans la rénovation urbaine, dans l'amélioration des services publics. Et aujourd'hui, on a un phénomène qui est hallucinant, c'est que ce sont ces quartiers-là qui concentrent le maximum d'argent public, et en parallèle, c'est ces quartiers-là qui sont les plus dangereux.
Moi, je regarde dans mon département de l'Yonne des territoires qui sont sinistrés. Vous n'avez plus de médecins, vous n'avez plus de gendarmerie, vous n'avez plus de commerce, vous n'avez plus de trésorerie, vous n'avez plus de poste, vous n'avez plus rien. Ça a été vidé. Pour autant, les enfants ne sont pas plus dangereux qu'ailleurs. Et pourtant, ils s'ennuient aussi parce qu'il y a un enclavement, que n'ont pas certaines banlieues. Parce que moi, je veux bien qu'on fasse pleurer dans les chaumières. J'entends les difficultés sociales, les difficultés culturelles, etc. de certaines populations. J'entends tout ce qu'on veut. Ce sont des territoires qui sont quand même relativement bien connectés aux grands centres urbains. Si vous prenez la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne, etc., le Val d'Oise, vous êtes à Paris très facilement et très rapidement. Pour autant, vous avez un environnement urbain qui est aussi dévasté parce qu'il y a une délinquance qui le dévaste. Et parce que vous avez des populations qui, très clairement, ne respectent pas nos lois, ne respectent pas notre vivre en France et constituent une menace pour la sécurité publique, agressent les forces de l'ordre. Ça, c'est pas à coup de milliards qu'on va le régler. C'est très clairement à coup de république, si je puis dire, de dissuasion, de répression judiciaire, parce qu'il faut que la justice fasse son boulot. Mais ça, c'est un vaste chantier qui va bien au-delà de cette PPL. Et justement, en parlant de politique de la ville, je vais vous faire réagir du coup à ce qu'a dit votre collègue Nadia Hay. Je vous invite à mettre l'ancienne ministre à mettre ce casque sur les oreilles, les téléspectateurs. Je me crois sur France. Alors bougez pas, je mets juste, voilà, hop, bon c'est un peu flou mais c'est pas grave. Donc voilà, je vais vous laisser écouter, ça dure 1 minute 20 et si vous voulez faire pause, vous appuyez sur le bouton pause et vous pourrez réagir en direct, c'est parti, dites-moi si vous avez le son. Mais parce qu'on n'est pas forcément d'accord avec lui, qu'on n'est pas régalien, qu'on n'est pas attaché à la sécurité, qu'on cautionne ce genre de faits. Mais moi je le vis ça, ma mère habite toujours à Trappes, donc on les vit nous les rodéos. Donc si Julien Audoul juste lui imagine des situations, nous on les vit. Bien évidemment qu'il faut les arrêter, mais pas à n'importe quel prix. Il faut le faire en responsabilité. On a mis en place déjà des choses et bien évidemment qu'il faut continuer à lutter contre ce fléau. Mais quand on parle de contact tactique, il faut réfléchir aussi aux dégâts collatéraux. Et là, typiquement dans cette scène-là, moi je l'imagine parfaitement, ce dégât collatéral. Imaginez là, vous voyez le gamin là qui est sur le scooter, une voiture de police arrive et le percute. Vous avez vu la piéton là derrière ? Il se passe quoi pour la piéton ? Moi, j'aimerais bien qu'ils nous disent, Audoul, là, comme dans cette situation, faut-il ou non aller dans le contact tactique ? Moi aussi, je suis contre les rodéos urbains et je dis qu'il faut vraiment mettre tout en œuvre pour arrêter ce fléau et vraiment de voir des mamies être réveillées en pleine sieste ou en pleine nuit, des personnes malades parce qu'il y a un hôpital à Trappes et de voir que voilà, il y a un dingue qui à 2h du matin s'est réveillé en disant tiens, je sais pas quoi faire, je vais foutre le bordel. Bah oui. Évidemment, là, faut arrêter ça. Par contre, il ne faut pas imaginer n'importe quelle solution parce qu'il faut penser aux conséquences collatérales à chaque décision que l'on prend. Et il s'agit de notre responsabilité de responsable politique, d'imaginer tout ça. Donc voilà Nadia Hay qui était notre invitée dans Apérocratie mardi. Audoul va répondre alors. La parole à l'accusé, j'ai envie de dire. Ce qui est formidable avec, j'allais dire, les bien-pensants, les macronistes, souvent les gens de gauche, c'est qu'ils pensent toujours aux conséquences dans un sens. C'est toujours les conséquences pour le délinquant. Qu'est-ce qui va arriver au délinquant ? Qu'est-ce qui va arriver à la racaille ? Il va se blesser. Alors là, il parlait des passants dans la rue. Oui, non, mais bien sûr. Mais bon, c'est surtout, je vois bien derrière que ce qui intéresse, c'est le risque pour le pauvre délinquant qui va se retrouver peut-être à terre et qui va être éjecté de son scooter. On vous dit, monsieur Audoul, on sait très bien que vous vous êtes fait les ligaments croisés en faisant du rodéo. Alors, c'est pas les ligaments croisés, c'est le tendon rotulien. Le tendon rotulien. Voilà, et non, je suis pas... Justement, parce que ma mère n'avait jamais voulu que j'ai un scooter. Donc, et heureusement, elle a bien fait. Mais ce que je voulais dire, c'est que moi, je pense d'abord et avant tout aux Français qui vivent avec ces nuisances quotidiennes. C'est-à-dire qui rentrent le soir, ou l'après-midi d'ailleurs, avec le risque d'être percutés par ces gens-là, qui ont les nuisances sonores, voilà, qui ont toutes les insécurités qui s'y rattachent, voilà, les groupes en bas des immeubles, le trafic de drogue, les femmes qui se font agresser parce que tout est lié finalement. Moi, je pense d'abord aux riverains. Ensuite, je pense aux policiers. Je pense aux policiers qui sont quelquefois véritablement emmenés dans des guet-apens
avec une racaille à scooter qui va les faire venir, etc. Et ensuite, il va y avoir un barrage, ils vont être caillassés, ils vont être tirés au mortier, etc. Et moi, je pense d'abord à nos policiers qui sont blessés, qui sont quelquefois malheureusement tués, comme on a pu le voir et le déplorer il y a quelque temps, et leur donner les moyens. Alors, les policiers sont des professionnels. Ce ne sont pas des boy scouts, ce ne sont pas des cow-boys. Les policiers, dans un cadre, c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait une formation. Comme les policiers britanniques sont formés au contact tactique. Il faut qu'ils soient formés et ensuite, comme ils le font dans leur mission, ils analysent en fonction d'un environnement, en fonction d'une situation, comment ils peuvent intervenir. Enfin, je veux dire, ils ne sont pas aveugles et sourds à ce qui se passe autour et surtout à faire en sorte que leur action génère le moins de risques pour tout le monde. L'objectif, en fait, c'est d'arrêter cette personne pour qu'il ne cause pas de dégâts, de blessés ou de morts. C'est tout. Alors, pardon, oui, je bégaye. Parce que vous avez regardé l'émission Justice en France de France Télé, qui est très intéressant, qui montre justement des procès filmés. Et le premier numéro était consacré à des audiences sur la route, etc. Ouais. Et ils expliquent dans ce premier numéro que 4 actions judiciaires qui passent dans les tribunaux sont liées au transport, à des accidents, au délit routier. Donc il y a effectivement le dossier des rodéos urbains, mais plus largement, comment on peut réduire en France tous ces délits routiers, parce que ça, je pense que on a vu Code de la route tout à l'heure dans la PPL, ça rentre dans le Code de la route. Comment on peut réduire toutes ces violences, parce qu'on sait que les violences motorisées, je vais faire mon bobo gauchiste de cycliste, mais les violences motorisées, on sait que c'est pas uniquement les jeunes de banlieue qui font des rodéos urbains, même dans la campagne, bien je dis Loir-et-Cher, les gros moteurs, les mecs qui font n'importe quoi en ville, c'est un problème global. Comment on peut lutter aussi contre cette violence motorisée ? Alors, il y a un problème global d'incivilité, j'allais dire de banalisation des incivilités, a fortiori sur la voie publique, sur la route, à tous les niveaux. Ça va du chauffard donc sur l'autoroute jusqu'au mec en trottinette qui ne regarde rien et qui va emporter un passant. Mais pourquoi en fait on a cette recrudescence d'actes d'incivilité et d'insécurité, parce qu'il y a une insécurité qui se développe, parce qu'en fait il n'y a pas de dissuasion, il n'y a pas de dissuasion judiciaire, il n'y a pas de répression judiciaire. Donc pour vous il faudrait de la répression policière aussi ? Judiciaire, parce que le véritable problème c'est pas la police, même si la police manque de moyens, même si la police n'a pas tous les ordres justement pour intervenir. La police fait très très bien son travail, elle est là sur le terrain, elle est présente. Le problème c'est que c'est la justice qui ne suit pas et que les auteurs souvent commettent des actes en sachant pertinemment, ou en tout cas en n'ayant pas la peur et la crainte de se dire qu'ensuite ils vont être rattrapés par la patrouille et qu'ils vont recevoir une sanction judiciaire. C'est le laxisme aujourd'hui qui gangrène tout. Donc en fait, c'est d'abord la justice qui doit être sévère. La police fait son travail, mais si les auteurs en fait ne sont pas sanctionnés, ça ne sert pas à grand-chose. Mais pour éviter que la justice soit engorgée, il ne faudrait pas aussi qu'il y ait de la prévention il y a déjà beaucoup de prévention. Il y a beaucoup de prévention déjà. Il y a beaucoup de sensibilisation. On en fait beaucoup. En fait, on a tout essayé sauf la fermeté. Il faut bien le dire, depuis 30 à 40 ans, on a essayé la prévention, on a essayé la pédagogie, on a essayé la réinsertion, beaucoup. La réinsertion, c'est très important, il n'y a pas de souci. Sauf qu'en fait, on a oublié la fermeté et on a oublié la dissuasion. Et je pense que le premier frein pour n'importe quel citoyen, c'est de se dire « Aïe, je vais recevoir quelque chose, c'est dangereux pour moi parce que je vais être sanctionné, je vais avoir une amende, je vais avoir une peine de prison, etc. » C'est le premier frein. À partir du moment où vous n'avez plus de dissuasion,
c'est la porte ouverte à la jungle. Et justement, en parlant de ça, on a deux Touston qui disent que pensez-vous des passagers tués par des policiers par exemple, on a vu sur le pont le jour du second tour de l'élection présidentielle dans un pont parisien où 2 passagers ont été tués. Encore récemment, certains parlent de bavure, d'autres parlent de légitime défense. C'est un truc qui est lié, par exemple. Qu'est-ce qui se passe dans cette situation? Alors, ce ne sont pas des passagers tués par des policiers. En fait, ce sont les conséquences malheureuses d'un refus d'obtempérer. Les passagers ne sont pas forcément responsables du refus de... Oui, mais c'est pour ça que je dis les conséquences malheureuses. Les refus d'obtempérer, c'est un cancer aujourd'hui dans notre société qui met en danger nos policiers. Et d'ailleurs, encore une fois, le terme, la formule refus d'obtempérer, c'est bien joli parce que quelquefois, c'est une mise à mort pour un gendarme ou un policier. Hein. Il faut se rappeler... notamment Mélanie Lemay, une gendarme qui avait été fauchée donc il y a 2 ans. Le refus d'obtempérer, c'est encore une fois quelqu'un qui se soustrait donc aux forces de l'ordre et qui commet qui se met dans l'illégalité et qui ensuite va peut-être soit blesser gravement, soit tuer un policier. Il faut que les policiers puissent effectivement, en situation de légitime défense, intervenir, stopper le véhicule. Et moi, je les soutiens à 200%, encore une fois, parce qu'ils sont dans des situations qui sont extrêmement difficiles, où ils doivent intervenir en quelques secondes, où leur vie est menacée, où ils le savent, hein, parce que aujourd'hui, en fait, il n'y a plus ce côté, j'allais dire, chevaleresque, où on s'échappe. Maintenant, on veut tuer du flic. Voilà, il y a énormément de racailles, de multirécidivistes en fait, qui savent qu'elles ont quelquefois un permis de tuer. Voilà, avec leur véhicule. Aujourd'hui, vous savez, moi j'avais interviewé mon enquête de fin d'études de journaliste, c'était sur le vélo, sur les gens qui allaient au travail à vélo. Et Sylvie Banoun, qui était la Madame Vélo du gouvernement, m'avait dit en off à l'époque, je peux le dire maintenant vu qu'elle n'est plus en poste, que en fait, si on voulait tuer quelqu'un, il suffisait de prendre la voiture et dire c'est un accident et puis ça passe très bien. Mais elle parlait pas uniquement pour les racailles, mais de façon générale. Il y a aussi une violence motorisée qui existe. Effectivement, il faut jamais oublier. Et moi, c'est ce que je dis souvent aux gens. Je me oublie qu'une voiture peut tuer très facilement. Quoi. Bien sûr. À 30 km/h, il y a des risques. Tout à fait. Et d'où donc justement de donner les moyens. Nous, avec Marine Le Pen, lors de la campagne présidentielle, on demandait, et c'était dans son programme, l'instauration de la présomption de légitime défense pour les forces de l'ordre, pour les réarmer moralement et pour leur donner la capacité d'agir sans être inquiétés a priori, parce qu'aujourd'hui, dès qu'il se passe quoi que ce soit, vous avez certains médias, vous avez la France Insoumise, Mélenchon, là, qui tombe à bras raccourcis sur nos forces de l'ordre en disant que c'est des criminels, des assassins, qu'il faut les désarmer, etc. Mais très clairement, s'il n'y avait pas les policiers aujourd'hui en France, c'est notre nouvelle amie. On a une question là-dessus. Et la douzaine de morts par balle pour refus d'obtempérer, c'est normal donc? Non, c'est pas normal. Encore une fois, je le dis, c'est les conséquences dramatiques de mise en danger des policiers, mais pas seulement, hein, parce que quand vous avez un véhicule qui se soustrait à un contrôle de police, la règle, en fait, quand on n'a rien à se reprocher, quand vous avez un policier, et ça c'est le rôle des parents, hein. Moi, mes parents m'ont toujours dit, un policier, un gendarme, ou n'importe quelle personne qui est détentrice de l'autorité, voilà. Elle te demande quelque chose, elle te demande tes papiers, elle te demande de t'arrêter, tu t'arrêtes, tu donnes tes papiers. Je peux être d'accord là-dessus, mais vous savez, quand on a par exemple des cas de violence policière dans des banlieues ou dans des membres de la BAC, il y a eu un excellent envoyé spécial là-dessus dans l'affaire Théo qui parlait d'autres cas dans certaines de ces banlieues où les gens expliquent qu'ils ont peur de la... Est-ce que des Français, est-ce que des habitants doivent avoir peur de la police? Alors, déjà, ce ne sont pas des violences policières, parce que le terme violence policière... Il y a des violences policières. Non, ce n'est pas des violences policières. Il peut y avoir des bavures de certains policiers, soit parce qu'ils sont mal formés, soit parce qu'il y a une perte de contrôle, qui peut être liée ou qui sont complètement cons. Ou soit parce que... Mais vous savez, il y en a partout. Il y en a chez les journalistes, il y en a chez les médecins. C'est notre nouvelle amie. Chez les députés, bien sûr. Mais il y en a partout. Mais ce qui est frappant, c'est que quand vous avez des médecins qui opèrent mal, quand vous avez des médecins véreux, quand vous avez des médecins qui sont corrompus, vous ne jetez pas le discrédit. Corrompus par qui?
Corrompu parce que... c'est une accusation forte des médecins corrompus. Non, mais corrompu avec l'assurance maladie, enfin, qu'il y a des magouilles, etc., pour se faire rembourser. Enfin bref, on a vu des infos de ce type. On ne jette pas le discrédit sur toute la profession. Et vous dites pas, vous ne généralisez pas, en fait, sur ces quelques médecins. En fait, on individualise. Pourquoi on le fait avec les policiers ? Pourquoi, en fait, quand vous avez un acte, et encore une fois, la profession est peut-être l'une des plus surveillées, des plus contrôlées, avec l'IGPN, les flics, c'est le cas de le dire, en permanence, qui les surveillent, ils sont contrôlés. Les policiers aujourd'hui ne se servent plus de leurs armes, il faut bien savoir. On a beaucoup vu d'ailleurs des images lors de manifs, vous avez des véhicules en flammes, où ils sont confrontés à beaucoup de violence, où ils mettent la main et ensuite ils la retirent. Parce que le risque, c'est justement de tirer, de blesser, de tuer et ensuite d'être inquiété. Et ça, c'est insupportable. Le policier, quand il est en situation où sa vie est en danger, mais il doit pouvoir se défendre, c'est la base. C'est aussi une arme de dissuasion. On se souvient au moment des Gilets jaunes sur les Champs-Élysées, de ce policier qui se fait entourer de plein de manifestants, etc., qui veulent en découdre avec lui. Il sort son arme, il y a la valeur dissuasive, les gens reculent et il peut partir. Bien sûr. Mais est-ce que pour vous, il faut tirer ? Alors, c'est pas il faut tirer. Moi, j'aimerais que les policiers ne tirent jamais. J'aimerais qu'il n'y ait ni cambrioleurs, ni violeurs, ni assassins dans nos rues. Malheureusement, on n'est pas au monde de oui-oui. Dans le monde de oui-oui, on a des gens qui sont de plus en plus violents, de plus en plus sauvages, voire barbares. Et surtout, on a des gens qui veulent tuer les flics. Dans tous les quartiers, vous le voyez maintenant, il y a des émeutes urbaines tous les 2 jours, qui sont largement relayés sur les réseaux. Là, ce n'est pas de la petite délinquance. En fait, on veut véritablement tuer du flic. Donc, dans ce cadre-là, les policiers doivent pouvoir se défendre leur vie, et donc se servir du seul outil qui est à la fois dissuasif et qui est à la fois efficace pour empêcher un délinquant, un criminel de nous tuer, c'est se servir de son arme, effectivement. Mais aujourd'hui, en fait, on autorise des délinquants à tuer, parce qu'aujourd'hui, les délinquants ont un permis de tuer, les racailles ont un permis de tuer. Qui leur donne ce permis ? Le laxisme, la France insoumise, des gens... La France insoumise donne un permis de tuer aux voyants. Avec leur haine anti-flic, avec leur complaisance et avec leur culture de l'excuse, effectivement, ils donnent une sorte de permis de tuer ou de permis d'agir à ces délinquants, à ces racailles, effectivement, chose qu'ils ne font pas avec les policiers. Les policiers, pour la France insoumise, n'ont pas un permis de se défendre. C'est malheureux. Moi, je considère qu'en République, dans une démocratie, force doit rester à la loi, force doit rester à l'État, et les seuls qui doivent être détenteurs de la violence légitime, c'est très important, c'est la définition de l'État. Un État, c'est quoi ? C'est, selon Max Weber, c'est des frontières, et que l'État est le monopole de la violence légitime. Aujourd'hui, on peut discuter si on a vraiment des frontières. Avec l'Union européenne, avec l'immigration massive, on sent qu'on n'a plus vraiment de frontières. Et la violence n'est plus dans le carcan de l'État, et elle est exercée par différents groupes dans certains quartiers, dans certaines communautés, etc. Et la police n'est pas la seule détentrice. Bon, ça fait beaucoup réagir. Hein. On va pas tout lire parce que sinon on va être là jusqu'à demain. Et demain c'est férié, donc on évite. Donc il y en a plusieurs qui donnent c'est faux les 12 morts. Bon voilà, les gens passent sur les chiffres. Le rapport de force en faveur de la police, c'est eux qui ont le permis de tuer. Monsieur Oudou, les réseaux sociaux, c'est une base solide pour établir des politiques publiques, point d'interrogation. Je crois que là il vous dit que vous écoutez trop les réseaux sociaux et pas forcément le concret et le réel. Les réseaux sociaux illustrent, alors les réseaux sociaux c'est pas la panacée. Les réseaux sociaux permettent et ont permis ces dernières années, au-delà des échanges, des communications, des insultes, aussi, parce qu'il y a du bon et il y a du moins bon, on est tous d'accord, mais permettent de rendre compte une réalité qui autrefois était cachée. Notamment sur les émeutes urbaines, notamment pour... Je pense qu'en 2005, il n'y avait pas de réseaux sociaux, on en a beaucoup fait sur les émeutes urbaines. Oui, mais parce que c'était exceptionnel, sauf qu'on n'avait pas relayé auparavant que ce qui se passait à Clichy-sous-Bois, finalement, se passait pratiquement toutes les semaines dans d'autres quartiers, j'ai eu l'indifférence générale. Donc là, parce qu'il y a eu un fait divers qui a généré des émeutes de grande ampleur. C'est ça le rôle des réseaux sociaux, et c'est ça l'utilité des réseaux sociaux pour donner à voir et faire réagir. S'il n'y avait pas les réseaux sociaux, je suis certain que le gouvernement, les pouvoirs publics ne réagiraient pas sur certains actes, sur certains phénomènes. Est-ce que vous ne pensez pas à l'inverse, que parfois ils surréagissent par rapport aux réseaux sociaux ?
quand on sait qu'il suffit d'une centaine de personnes pour créer une polémique sur les réseaux sociaux, est-ce qu'il n'y a pas aussi une surréaction par rapport aux réseaux sociaux ? Après, il y a les deux, parce qu'il y a l'instrumentalisation des réseaux sociaux par des petits groupes et on le voit aussi d'activistes. et les partis politiques, on l'a vu, même le RN ou tous les partis, tous les partis utilisent les réseaux sociaux pour faire monter des trucs. On l'a vu avec l'affaire Lola. Enfin, pour faire monter, c'est pas faire monter. Pour clair. médiatiser. Et les réseaux sociaux, c'est des vecteurs de communication qui permettent de toucher tout le monde, qui permettent aussi de ne pas passer par les canaux médiatiques officiels qui, il faut bien le dire, ont une ligne éditoriale qui filtre. On l'a vu, que ce soit la presse, ou que ce soit la télévision, les chaînes d'infos. Bon, chacun a sa préférence. Il y a des sujets qu'on n'a pas envie d'aborder. Il y a des sujets qu'on va un peu cacher. Les réseaux sociaux permettent très clairement de s'adresser aux citoyens directement. C'est une bonne chose. Après, encore une fois, il faut filtrer, il faut faire attention. Parce qu'effectivement, si je prends le cas des petits activistes écolos qui nous font chier dans les musées à bombarder de la soupe, du ketchup sur des œuvres magnifiques, effectivement, ils se servent des réseaux sociaux, ils ne représentent rien, ils font une action et ça fait un buzz tout comme quand la génération identitaire va dans les montagnes pour bloquer des migrants avec des caméras, des hélicoptères, etc. Mais évidemment, ils se servent des réseaux sociaux. Après, il faut voir l'utilité. Il faut voir ce que ça représente, quel est le message qui est derrière. Il y a du bon, il y a du moins bon. Il faut, comme tout, il faut filtrer. Comme il faut analyser et, j'allais dire, être aussi critique avec la presse, avec la télé, avec tout. Bon, il y a beaucoup de questions et qui ne parlent pas uniquement de la PPL qui nous concerne. On a par exemple Flexin qui dit pourquoi avoir voté tous les projets de loi libérale de la majorité ou c'est faux. D'autres personnes. Voilà, c'est faux. Ça. Beaucoup, pour répondre, on a juste voté le paquet pouvoir d'achat à l'été dernier. Même si on le jugeait totalement imparfait et insuffisant, il apportait une aide ponctuelle à des millions de Français. Donc en responsabilité, comme nous, notre seule boussole, c'est l'intérêt général, c'est l'intérêt des Français, on a fait le choix en responsabilité de le voter. Voilà. Mais sinon, je pense qu'on est sur tous les textes importants des opposants farouches à la Macronie. On a une question qui a été posée plusieurs fois de Elie. Dit, les policiers risquent-ils quelque chose en cas de blessure grave ou d'essai de délinquant dans une intervention par Redéo ? Avant de vous laisser répondre, je vais juste citer, si je retrouve la feuille, la situation britannique, d'abord on rappelle qu'en Grande-Bretagne, les policiers n'ont pas d'armes à feu et qu'il y a eu 65 tamponnages en Grande-Bretagne en un an pendant la période Covid et que la solution est très encadrée, ça ne peut être autorisé que si c'est la seule solution pour arrêter le véhicule et en cas de non-respect, des sanctions sont prévues. En 2017, l'usage de cette tactique par un officier de police qui n'avait pas été formé a été considéré comme une faute professionnelle. Après un choc, les policiers, Google m'a mis les politiques, doivent systématiquement se soumettre à une enquête dans le cas où le suspect est blessé. Donc vous voyez bien que le dispositif est tout à fait encadré et qu'on ne va pas vers le Far West avec des cow-boys qui vont faire tout ce qu'ils veulent et qui vont aller renverser le moindre scooter en roue arrière. Encore une fois, les policiers sont des professionnels qui agissent, qui interviennent dans un cadre légal. Ce cadre légal, il va être déterminé par la loi, il va être déterminé par la réglementation qui va entourer donc ce dispositif du contact tactique. Et ils pourront intervenir dans ce cadre-là. Et en plus, les policiers, maintenant, bénéficient de caméras portatives. Donc, très clairement, tout est analysé, tout sera analysé. Est-ce qu'ils avaient le droit d'intervenir ? Est-ce qu'il n'y avait pas d'autre solution ? Et à chaque fois, de toute façon, que les policiers agissent, effectivement, ils sont scrutés au millimètre. Donc, il n'y a aucun risque pour que ça puisse déborder. En revanche, la conséquence que moi je souhaite, c'est que ça freine et que ça décourage un certain nombre de jeunes et de moins jeunes à parasiter donc l'environnement avec ces rodéos sauvages. Juste avant qu'on passe du coup au vote et aux réactions des gens sur votre PPL, vous pouvez d'ailleurs, vous êtes 40 dans le chat, vous cliquez sur le lien et vous pouvez voter pour dire si vous êtes
pour ou contre cette méthode du contact tactique et vous pouvez même argumenter en disant pourquoi vous êtes pour ou pourquoi vous êtes contre. Avant, je voulais vous demander ce que je l'ai pas vu dans la... Enfin, j'ai 2 choses que j'ai pas vues dans la PPL. C'est est-ce que vous faites une différence pour notamment les scooters ou les motos pour les gens casque ou pas casque? Parce qu'on rappelle qu'en Grande-Bretagne, à la base, c'était uniquement pour les personnes avec casque. Ensuite, ça a été ouvert à toutes les personnes avec casque ou sans casque. Est-ce que dans votre PPL ou dans votre projet, dans votre idée, il y a une différenciation? Alors, il y a une différenciation déjà dans l'esprit, évidemment. Il y a une différenciation qui sera détaillée, qui sera en tout cas étudiée dans le cadre du débat parlementaire. Si, comme je le souhaite, le débat s'ouvre autour de cette proposition de loi. Et ensuite, là, on va rentrer sur du détail, j'allais dire, réglementaire pour la police. Mais je pense que là, a priori, dans cette situation, le policier analyse aussi le risque donc de l'interpellation ou de l'intervention et du tamponnage d'un scooter. Et si l'individu n'est pas casqué, effectivement, je pense que ça limite le tamponnage compte tenu du risque qu'il fait courir. Mais encore une fois, ça c'est des détails qui vont être abordés dans le débat et après qui vont être précisés dans le dispositif du ministère de l'Intérieur. On me dit, ça fait un peu, je sais que ça fait un peu film de cow-boy, mais pourquoi pas tirer dans les roues? Alors ça, qu'est-ce qu'on dirait? C'est le risque de balle perdue, non? Là, je pense qu'il y a beaucoup de risques. Déjà, un policier qui, à l'heure actuelle, n'a pratiquement pas le droit de tuer, sauf en situation de légitime défense, et heureusement que certains ont pu le faire, notamment je pense aux policiers municipaux de Nice, quand ils étaient intervenus après l'attentat à la basilique. Mais là, sur l'espace public, de leur permettre de tirer dans des roues, etc., je pense que c'est prendre, là pour le coup, beaucoup trop de risques, à la fois pour l'individu et à la fois pour les riverains. Alors moi, il y a une chose qui me fait un peu rire, parce que je suis un peu bête, mais vous dites dans le texte, il y a lorsqu'immédiatement, donc c'est à partir de quand ils peuvent du coup utiliser le tamponnage. Ouais. Lorsqu'immédiatement, après 2 sommations adressées à haute voix, ils ne peuvent contraindre à s'arrêter le conducteur du véhicule qui cherche à s'échapper. Comment ils font les... Arrête-toi! Ah bah c'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils font la plupart du temps. D'ailleurs, on le voit bien dans certaines vidéos et les témoignages aussi. Parce que je tiens à préciser que cette proposition de loi que j'ai élaborée avec mon collègue Jacobelli, elle a été construite aussi avec des professionnels. Des professionnels avec l'expertise, avec les retours de terrain, de syndicats de police. Voilà, je veux dire, c'est pas nous dans notre petit bureau qui avons déterminé. Encore une fois, c'est les témoignages et les retours d'expérience de fonctionnaires de police. Donc oui, il y a des sommations. Il y a des sommations verbales. Souvent, la première sommation est suivie d'une fuite, d'insultes ou de guet-apens. Donc très clairement, voilà, c'est permettre ensuite, donc si l'individu ne s'arrête pas de lui-même et si l'individu ne tempère pas, la possibilité d'intervenir donc avec cette méthode. Eh bien, très bien. On va passer, du coup, comme il est déjà 50, ça fait déjà 50 minutes. Ça passe vite. Ça passe vite. Bah, quand on est en bonne compagnie. C'est ça. Et avec une discussion intéressante, ça va toujours vite. Donc, on va faire un petit F5. Donc, avant le début du live, on était à 9 contributions, 88 votes. On va voir si on a passé la barre des 100, peut-être. Je ne sais pas. Non, 93, dommage. Pas mal. On est sur du 70-30. Il faut tout de même rappeler que vous avez diffusé sur vos réseaux sociaux ce lien. Donc, il y a forcément un léger biais. Où je n'ai pas que des amis sur mes réseaux sociaux. Mais il y a quand même un léger biais de vote. Mais en tout cas, voilà, 70-30. C'est un peu dans la logique du sondage, d'ailleurs, qui avait été fait en 2020 par CSA pour CNews. Qui était combien? 81%, si 82, il me semble. Donc, 82, tout à fait. Mais le plus intéressant, c'est pas ça, vous le savez très bien. C'est ce que pensent les gens, l'argument des gens. Donc, il y a eu 9 arguments. Donc, normalement, si mes souvenirs sont bons, je crois qu'on a 5 pour et 4 contre. On va commencer par les pour. Alors oui, là c'est un peu compliqué pour parce qu'il y a la caméra juste devant. On a pour ceux qui ne veulent pas soumettre au contrôle policier contre la banalisation du procédé pour une expérimentation en zone urbaine. Donc ça c'est le premier argument du pour. Après, le seul groupe politique qui dénonce l'insécurité massive pour le pays et le RN, les autres viennent racoler. Il faut agir sans main tremblante, rétablir l'ordre primordial. Bon, voilà. On a pour que la peur change de camp. Ça c'est aussi un argument que vous avez beaucoup dit, pour que la peur change de camp. Nous sommes en danger en sortant chez nous, nos enfants sont menacés.
est blessé, certains sont morts. En Angleterre et en Suisse, ça marche. Et bon, c'est un peu compliqué avec la caméra, je vais pas mentir. Il est temps d'agir très fermement contre ce fléau qui pollue le quotidien des Françaises et des Français. Une partie de la gauche et de l'extrême gauche semble légitimer le contact physique des délinquants et autres individus à l'encontre de nos policiers et gendarmes. La droite et le Rassemblement national, le RN, précision, j'aime bien, sont toujours conscients de ces enjeux sécuritaires et donc régaliens. Il y a urgence à agir et il faut passer des paroles aux actes. Le gouvernement ne semble pas se soucier des problèmes que rencontre quotidiennement notre population française et préfère se soucier prioritairement des autres problèmes de l'Union européenne, notamment le laxisme judiciaire et l'impunité continuent de mettre en danger des innocents. Bon, je pense que là vous êtes d'accord avec... Totalement, je signe des deux mains. Et Galette Saucisse Bretonne qui est dans le chat qui est aujourd'hui... J'aime beaucoup le pseudo. Je suis pour qu'on essaye de retrouver un semblant de tranquillité dans nos communes françaises. Et ce n'est pas Dark Manin. Pas mal. Sinon, il y a Dark Malsain aussi, avec certains qui changera cela. Donc je fais confiance à la proposition de loi de Julien Audoul. Et là, on va passer à ce qui pique un petit peu plus. Oui, c'est normal. Là, pour la caméra, par contre, ça va être plus simple. Bon, il va y avoir encore des drames ou des morts. Bon, là, c'est simple et efficace. Il y en a aujourd'hui, actuellement, malheureusement. Il y a des drames, il y a des morts. Et moi, je ne me satisfais pas quand il y a des morts, que ce soit des délinquants, que ce soit des riverains. C'est encore plus insupportable, effectivement, quand c'est une innocente victime qui a 10 ans. Mais justement, cette proposition de loi, elle vise à éradiquer le phénomène et donc à ce qu'il n'y ait plus de morts. C'est ça l'objectif, hein. On a Campagnard qui est dans le chat aussi aujourd'hui qui fait bonjour, jusqu'à ce qu'on me convainque du contraire, je suis plutôt contre pour le moment car, là il détaille, le danger de la méthode pour le policier comme pour l'interpeller. On va faire point par point parce qu'il y en a plusieurs. Je ne suis pas convaincu de la logique de faire respecter la loi par la peur d'une violence, de la même manière que la menace de la peine de mort n'a jamais empêché un crime. Alors là je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça puisque... pourquoi on respecte la loi ? C'est parce que alors souvent c'est parce qu'on s'y soumet, parce qu'il y a la contrainte, qu'elle soit financière, qu'elle soit répressive, sécuritaire. Ça a toujours fonctionné comme ça. Enfin, depuis que le monde est monde, s'il y a un encadrement législatif, s'il y a des lois, s'il y a des règles, il y a des droits, il y a des devoirs, et on est soumis. Donc moi, je considère que, alors qu'on a tout essayé, qu'on n'a pas essayé la répression, que ça, justement, ça permettra de voir si c'est efficace ou pas. Et ensuite, la peine de mort n'a jamais empêché un crime. C'est faux. Alors oui, il y a toujours eu des crimes. Je rigole parce que je me souviens, c'était dans le discours de Badinter en 80. Il disait, il évoquait ce sujet-là, puisque certains sujets, sur certains députés qui étaient présents, parlaient de Buffet et Bontemps, qui avaient été les deux derniers condamnés à mort français. Il a dit, je vais vous dire pourquoi, plus qu'aucun autre, je sais, je vais vous dire la valeur dissuasive de la peine de mort. Croyez bien que dans la foule qui croyait à Troyes, qui hurlait à mort Buffet, à mort Bontemps, se tenait un jeune homme qui s'appelait Patrick Henry. Croyez-moi ma stupeur quand je l'ai appris, et j'ai appris ce jour-là la valeur dissuasive de la peine de mort. Oui, c'est très beau, c'est du lyrisme, ça, évidemment, ça coûte pas cher, et ça fait plaisir, mais très clairement, effectivement, que ce soit la peine de mort, moi je suis pas pour la peine de mort, je suis pour en revanche la perpétuité réelle, et d'ailleurs le drame c'est que la peine de mort n'a pas été remplacée par la perpétuité réelle et qu'on a eu l'effondrement de l'échelle des peines, donc ce qui aujourd'hui constitue un carburant pour la récidive. Mais oui, la peine de mort, même s'il y a eu toujours des fous, des criminels, des serial killers, etc., on le voit par rapport à la situation actuelle, il y en avait beaucoup moins il y a 40-50 ans. Oui, donc c'est dissuasif. Même si je veux pas qu'on revienne à la peine de mort. Oui. Ouais. La PPL précise-t-elle la limite de vitesse avec laquelle effectuer la manœuvre afin d'éviter les dangers ? Ah, ça c'est une bonne question. Là encore une fois, là on est vraiment sur du détail. Une proposition. Oui, mais le diable se cache dans les détails. Tout à fait, je suis entièrement d'accord. La proposition de loi, elle rentre pas dans ces détails-là. Après, c'est du domaine. Alors, évidemment, ça sera dans le débat. Parce que j'imagine bien que des collègues pourront aborder ça pour aller au plus fin. Mais après, ces détails-là, quand l'esprit général est déterminé, quand il y a un cadre, ensuite, c'est le ministère en question, donc le ministère de l'Intérieur et les autorités policières qui déterminent les détails. Voilà. Et là, pour le coup, on est vraiment sur du détail. Sinon, il y a de manière plus générale, la PPL reprend-elle les sécurités inscrites dans la méthode londonienne ? Oui, sur l'esprit, c'est ça.
Donc il développe information, pilotage, véhicule dédié, encadrement de la procédure. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'on s'inspire effectivement, en l'adaptant évidemment à notre législation, l'adaptant à nos spécificités, mais qu'on reprenne ce qui marche chez nos voisins. En fait, pourquoi on reprendrait tout ce qui ne marche pas et pourquoi, quand il y a des bons exemples et quand ça fonctionne, pourquoi on s'en inspirerait pas? Dans l'hypothèse, c'est pas ce qui est écrit, mais dans l'hypothèse où par exemple un policier tue en faisant un contact tactique, un tamponnage, que le pilote se tue, quelles conséquences pour le policier? Est-ce qu'il est suspendu à titre provisoire le temps de l'enquête? Moi, ce que je souhaite, c'est que, ce que nous souhaitons au Rassemblement national, c'est qu'il y ait à chaque fois la présomption de légitime défense. Non, mais je veux bien, mais voilà. est-ce que malgré donc, ça, il y aura une suspension le temps de l'enquête? Donc il y a une enquête, c'est-à-dire que le policier, le fonctionnaire de police est présumé innocent, donc il ne va pas en garde à vue. Voilà, parce que c'est ça qui est terrible là, aujourd'hui, c'est quand vous avez un policier qui se défend, qui protège sa vie, quelquefois il va en garde à vue. Donc il a l'humiliation en plus d'être considéré comme un criminel. Après, il y a le temps de l'enquête qui détermine est-ce qu'il était dans son bon droit, est-ce qu'il y a vraiment légitime défense, et toutes les particularités de la situation. N'y a-t-il pas par ailleurs dans le monde des équivalents plus pertinents qui serviraient votre point de vue? Le lien dans la PPL entre jeunes pratiquant le rodéo urbain et trafic de drogue est fait en se reposant sur peu de choses, citation commissaire. Avez-vous des éléments plus concrets pour justifier ce que vous avancez? Oui, les éléments ils sont très clairs. C'est tous les témoignages, tous les retours de terrain sur les profils qui sont principalement les mêmes et pour des profils qui sont des multidélinquants, donc ils font autre chose que du rodéo urbain. Voilà, c'est pas des jeunes qui, pour le sport, décident tous les week-ends de prendre leur scooter et uniquement de faire des roues arrière. Et qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que c'est un art ou une culture On se souvient de la polémique qu'avait fait à Combini, une interview d'une réalisatrice qui avait fait un film sur justement le rodéo urbain, sur je sais plus, la Motor Life ou un truc comme ça. Ouais, la backlife. Ouais, voilà, la backlife, c'est très beau et c'est comme les Colantes, etc. En fait, on donne un vernis ou un visage alléchant et attractif à quelque chose qui tue et qui pourrit le quotidien de millions de Français qui ne supportent plus justement d'avoir ces scooters en bas de chez eux. Donc si les gens en fait, ont envie de faire de la cascade, de faire des acrobaties sur leur scooter, ils vont sur un circuit spécifique, ils vont sur des terrains spécifiques où c'est encadré, protégé, etc. Est-ce que vous êtes pour la construction de zones dédiées pour ça dans certaines villes? Parce que vous dites il faut qu'ils aillent, mais s'il n'y a pas ces zones-là justement, comment on fait? Écoutez, moi je prends à la campagne, les mecs qui vont faire des wheelings sur les petites routes de campagne, ça existe et c'est pas dramatique en soi, mais justement en zone urbaine avec je sais plus le terme, mais le surnombre de personnes en région parisienne, est-ce qu'il ne faudrait pas créer des lieux comme on a créé des skateparks, comme on a créé, je sais pas, des pistes cyclables? Mais peut-être, moi je suis pas hostile à partir du moment où c'est encadré et à partir du moment où ça éloigne j'allais dire entre guillemets des passionnés, mais je considère qu'il n'y a pas beaucoup de passionnés et qu'il y a surtout beaucoup de racailles en fait qui emmerdent le monde et qui ensuite profitent de ces situations, soit pour pourrir le quotidien, soit pour faire venir des policiers, parce qu'il ne faut pas sous-estimer cet aspect des choses. Le guet-apens, alors soit il y avait l'habitude d'incendier des poubelles ou une bagnole pour faire venir les pompiers pour caillasser. Maintenant il y a aussi le rodéo urbain, mais sur le principe là, comme ça, moi je suis pas hostile à ce que s'il y a vraiment une demande concrète, pourquoi pas. On va accélérer parce que le message est très long, mais on lit d'ailleurs que les pratiquants des rodéos urbains sont divers. Ça peut être des jeunes qui cherchent à s'amuser, des plus vieux en manque d'adrénaline et évidemment aussi des délinquants. Doit-on cependant traiter tous les pratiquants en supposant qu'ils sont une mule au service de la pègre locale? Ça c'est une vraie question, parce que je pense que tous les jeunes qui pratiquent du rodéo urbain ne sont pas forcément des racailles qui veulent dire nique la police ou des trucs comme ça. Non, mais bien sûr, mais à partir du moment où vous constituez une nuisance pour les riverains, pour l'environnement et quelquefois une menace pour les enfants qui peuvent jouer à côté, quel que soit le profil, effectivement, vous pouvez être ciblé par la loi et donc être interpellé. Et vous comprenez que certains jeunes qui sont dans cette situation-là, qui vendent pas de shit, qui foutent pas la merde en dehors de ça, peuvent se dire mais
wesh, pourquoi on nous met dans un même Le sac, etc. wesh est intéressant. Oui, non, mais c'est que moi j'aime bien. Non, alors je précise juste pour les gens qui ne connaissent pas cela. Souvent, je parle avec soit des trucs très vieux, je peux parler de politique des années 60, bien mais je peux sûr. dire des wallah, ça m'arrive aussi. Donc, Non, mais donc, ou du vin Dieu, je peux dire du vin Dieu. Donc, vraiment, le vin Dieu est pas mal. Mais il y en a beaucoup moins sur les roads urbains du vin Dieu. Vin Dieu, ma bécane est en forme. Ou alors sur un percheron en 1850. Mais non, mais je considère aujourd'hui que si un jeune ou un moins jeune, voilà, on va dire que c'est sa passion, il aime, voilà, ça l'occupe, etc. Très bien. Compte tenu de l'actualité, compte tenu des risques, compte tenu de ce qu'il voit, des enfants qui meurent, des riverains qui sont insupportés, qui n'arrivent plus à dormir, qui quand ils sortent de chez eux, voilà, ils ont 3 scooters qui passent à vitesse folle, etc., qui manquent de faucher la grand-mère. Il faut qu'il arrête. C'est un peu la fin de sa question. Comme dirait Christian Mouhana, sociologue au CRS sur le droit et les institutions pénales, le problème est-il qu'un jeune soit sur une moto ou bien qu'il risque de blesser quelqu'un, vu qu'il s'agit plutôt de la deuxième question, regardant du côté des pratiques dangereuses qu'on a réussi à encadrer plutôt que de viser l'immédiateté avec cette PPL. Eh bien, je considère que le rodéo urbain est une pratique dangereuse. Voilà, c'est aussi simple que ça, comme conduire en état d'ivresse ou sous l'emprise de stupéfiants, c'est une pratique dangereuse parce que vous avez beaucoup plus de risques donc de causer un accident et donc de tuer quelqu'un. Voilà, c'est aussi simple que ça. Il y a une comparaison qui est très intéressante qui dit déjà dans les années 60, les blousons noirs zonaient de la même façon dans les banlieues d'aujourd'hui. Oui, alors j'aime bien les comparatifs, il y a toujours eu de la délinquance, les blousons noirs, très clairement... Salut Renaud. Voilà, aujourd'hui on peut être nostalgique. Je pense que les Français qui ont connu les blousons noirs et qui vivent encore dans ces quartiers aimeraient beaucoup qu'il y ait des blousons noirs qui reviennent. Parce que là aujourd'hui, ils ont affaire... à de véritables mafias, ils ont affaire à des individus qui sont des sauvages, quelquefois des barbares, on le voit avec certains actes. Les qualifier de sauvages, c'est pas aussi les déshumaniser ? Non, parce que ce sont des... Enfin, quelquefois on peut se demander, si je prends certains faits divers récents, évidemment qui nous ont touchés, bouleversés, comme ce qui s'est passé avec la petite Lola. Il faut pas oublier qu'elle avait des problèmes psychiques. Moi, on en a beaucoup parlé dans l'émission quotidienne. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait une forme de récupération qui était quand même un peu... Ils ont tous des problèmes. Je veux dire, le moindre djihadiste est un déséquilibré. Il y avait une enquête très intéressante là-dessus qui expliquait qu'en fait, Daesh ciblait justement des personnes qui avaient des profils déséquilibrés comme ça pour justement les manipuler plus facilement en fait. Et c'était une enquête qui était très intéressante. Ça avait été publié dans le Parisien, si mes souvenirs sont bons. Oui, mais évidemment que c'est des individus qui vont peut-être être plus faibles, mais d'autres... qui ont fait des études, si on prend les frères Kouachi ou autres qui n'étaient pas encore une fois... c'était reçu à l'Élysée. Non, c'était Amédi Coulibaly qui avait été reçu à l'Élysée. Mais je pense qu'il ne faut pas généraliser. C'est pas ce que vous faites d'ailleurs ? Généraliser ? Non, au contraire. Sur les banlieues ? C'est un reproche qu'on vous fait, c'est pour ça que je vous interroge là-dessus. Oui, c'est un reproche qu'on vous fait de généraliser. Alors, je généralise pas, au contraire, je mesure, j'analyse un phénomène. Et une réalité... qu'on retrouve partout. Moi, dans ma région, dans les métropoles, etc. Moi, dans ma région, j'ai analysé les quartiers les plus dangereux. J'ai analysé l'argent public que recevaient ces quartiers. Et je me dis, il y a un problème. En fait, à quoi ça sert de toujours consacrer de l'argent public, de verser dans le tonneau de Danaïde, pour ensuite recevoir de l'insécurité, du communautarisme, voire de l'islamisme. C'est ça la réalité. Il y a plein de questions. Lola, Sarah Halimi, c'est tout le temps pareil. Il y a plein de gens qui réagissent. En tout cas, on voit que ça fait réagir cette PPL. Tant mieux. Sinon, on a Séverine qui est aussi dans le chat normalement, qui dit Campagnard qui est là. Merci. C'est la personne qui a fait selon. Très bien. Dit merci pour vos réponses, Monsieur Odoul. Mes questions étaient un tout petit peu à charge évidemment. On ne partage pas du tout le même bord politique. Mais je suis sûr qu'on peut faire société avec tout le monde. Merci d'être venu. N'oubliez pas de soutenir Pure Pause. Il n'est pas de chez nous, Campagnard. C'est un fan, mais c'est bien, mais c'est un bon état d'esprit. Tous ces échanges possibles entre militants de tous bords, parce que c'est vrai que c'est aussi une des forces de Midi au Perchoir et de la chaîne de Pure Pause, c'est qu'on essaye effectivement de faire société avec des gens qui sont très à droite, des gens qui sont très à gauche, des gens qui s'en foutent un peu. Ouais. Et bon, évidemment, je vais pas vous mentir, il y a des gens qui sont très à gauche qui ont dit je t'aime beaucoup Hugo, mais je ne viendrai pas parce que je vais pas me retenir dans les insultes.
Parce que je leur ai dit en amont tout à l'heure dans l'émission, j'ai dit voilà, justement, ça sert à rien de s'insulter, parce que ça ne fait pas avancer le schmilblick, et rappelons-le que le schmilblick ne fait pas de politique, puisqu'un œuf ne fait pas de politique. Séverine qui vous dit cette méthode d'interpellation me semble dangereuse autant pour les policiers pour les contrevenants. Une politique à la cow-boy n'a jamais résolu l'insécurité. Une police de proximité, si on sait que ça c'est un vrai reproche, un vrai sujet, est-ce que vous êtes pour le retour d'une vraie police de proximité? Ça c'est un débat, c'est un serpent de mer, c'est toujours le... Alors je remercie Séverine pour sa question. Bon, j'ai répondu pour le fait que c'était pas dangereux et qu'aujourd'hui le danger c'était de ne rien faire, de laisser pourrir la situation et de laisser les policiers impuissants et dans l'incapacité d'agir. Pour la police de proximité, ça a déjà été expérimenté. Et la police, en fait, elle est déjà en proximité. Hein. Je veux dire, la police, elle est sur le terrain. Quand on dit police de proximité, ça me fait toujours rire parce qu'on a l'impression que la police, elle a 50 bornes. Voilà, elle est jamais dans les quartiers. Ce qu'on appelle par moi je le vois c'est la proximité. C'est un reproche qu'on fait, c'est la police qui fait aussi un peu de social, qui oui, va voir les jeunes, qui dialogue avec eux. Mais la police n'est pas que répressive. La police, c'est des interlocuteurs, ils sont présents. Faire du social, c'est pas le rôle de la police en fait de faire des parties de foot avec les jeunes. Pour ça, il y a beaucoup d'éducateurs. Je suis bien d'accord, mais qui sont payés avec la politique de la ville d'ailleurs. On sait qu'il y a une distension qui existe actuellement entre les jeunes, comme on dit des gros guillemets, les jeunes, et la police. Est-ce que justement organiser des événements avec la police, pas uniquement des parties de foot, il y a plein de choses qui peuvent s'organiser, mais justement des périodes d'échange posés. Il y a beaucoup, notamment même à l'école, il y a beaucoup d'interventions, il y a beaucoup déjà de proximité. Et moi, le risque en fait que je vois dans cette manière quelque part aussi de désarmer la police, c'est que la police en fait elle n'est pas respectée. La police, il faut qu'elle soit, je vais pas dire qu'elle soit vénérée, mais il faut qu'il y ait respect. Il faut qu'il y ait un sentiment de respect. Mais le respect, c'est aussi la force. Est-ce que pour avoir le respect de la police, il ne faut pas aussi avoir une police respectueuse? Bah, parce que pas tous. Encore une fois, on peut majorité. différencier la police et les policiers, mais vous savez, moi je vais prendre mon exemple personnel, je sais qu'il faut rarement faire ça en tant que journaliste, mais bon, on le fait tous. Moi, je couvrais un jour en tant qu'étudiant en journalisme, c'était la qualification de l'Algérie en finale ou en demi-finale de la CAN. Triste événement. Évidemment, en 2019, beaucoup de manifestations dans la bonne ambiance, en tout cas quand j'étais dans la bonne ambiance, etc. Il y a un mec qui fait de la merde, qui fait des drifts, qui fait du rodéo urbain sur les Champs-Élysées. Il se fait arrêter. Il se prend, il fait un petit malaise, etc. La voiture est pétée. Je filme la voiture endommagée. Vraiment, sans rien. J'insulte pas la police, je fais rien. Les policiers me disent casse-toi de là, dégage, etc. Donc, petit coup de pression. Et après, au moment où je m'en vais, je lui dis c'est bon, je m'en vais, je le vous vois. Moi, je vous vois la police et tout. Il me tutoie, il me dit vas-y, casse-toi. Et je lui demande non, vas-y, dégage de là. Je lui demande c'est quoi votre numéro? Il me fait c'est le numéro de ta mère. Bon, moi, je l'ai montré à ma mère, elle a extrêmement rigolé. Non, mais bien sûr. Voilà. Mais il y a voilà, et je peux comprendre que les policiers peuvent être stressés, etc. C'est un exemple. Mais encore une fois, il y a des policiers. Les gens qui vivent dans les banlieues, ils vivent des événements comme ça aussi. Et je peux comprendre que quand, par exemple, l'affaire Théo, il s'est quand même pris une matraque. L'affaire Théo, on a eu affaire quand même à un affabulateur. Les vidéos montrent quand même qu'il se fait cogner. Non mais d'accord. Et surtout, on a affaire à quelqu'un qui n'était pas un enfant de cœur. Non, mais qui n'était pas un enfant de cœur. Alors après, ça ne justifie. Oui, c'est ça, ça justifie pas qu'il se fasse tabasser. Il se prend une matrace dans la nuit. Ça justifie pas, mais aujourd'hui, ce qui se passe quand même, parce qu'il ne faut pas inverser, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que vous avez surtout dans les quartiers les individus qui se font maltraiter, agresser, insulter. C'est très bien relayé d'ailleurs. Alors c'est du cinéma, mais c'est une réalité. On le voit bien dans le film Bac Nord. Voilà. Ce sont les policiers. Ce sont les policiers qui sont en insécurité dans les quartiers. Ce ne sont pas les délinquants, ce ne sont pas les racailles, ce ne sont pas ceux qui mettent des barrages, des filtres, des frontières. Parce qu'aujourd'hui, on a de véritables frontières avec des gardes frontières qui protègent des trafics de drogue, qui protègent le monopole justement de la violence tenu par certains gangs. Il ne faut pas inverser. Alors après, qui est un policier qui fasse mal son travail ?
effectivement, ça peut arriver qu'il y ait un policier qui pète un peu les plombs parce qu'il en est marre. Oui. On a un commentaire. Le respect, ça va dans les deux sens. La police française est trop violente. Oh mais non, mais c'est une blague, ça. C'est une blague. On a l'une des polices les plus apaisées et malheureusement une police qui est aussi, j'allais dire, paralysée par le climat autour d'elle, politique, médiatique, judiciaire, qui vise à faire de la police la responsable et une coupable a priori. C'est ça le véritable problème. Quand il se passe quoi que ce soit, d'ailleurs, vous voyez les bandeaux sur BFM, etc., c'est toujours le policier qu'on va viser. Voilà, c'est toujours le policier. On dit le policier a tué, la police tue, etc. Non, la police, elle ne tue pas. La police, elle essaye de faire respecter la loi, elle essaye d'assurer la sécurité de chacun et elle essaye aussi de se protéger. On a beaucoup de réactions, encore une fois. Bon, il y a Ellie qui a posé la question beaucoup de fois, donc je vous le pose. Monsieur Odoul, vous avez été Bardella ou Alliot ? Bardella. Pas vraiment une surprise. À fond, non, pas vraiment une surprise. Puis le score montre bien qu'il fait l'unanimité. Oui, même Marine Le Pen, en 2011, n'avait été élue qu'avec 66% des voix face à Bruno Gollnisch. Oui, c'était sa première élection. Bruno Gollnisch, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais qui a failli devenir le Premier ministre de Jean-Marie Le Pen en 2002. Oui, enfin, encore fallait-il que Jean-Marie Le Pen soit élu président. Vous auriez voté Jean-Marie Le Pen en 2002 ? Non. D'ailleurs, j'avais 17 ans à l'époque, donc je ne pouvais pas voter. Mais non, Jean-Marie Le Pen, même si j'ai du respect pour lui, pour à la fois le visionnaire, l'homme politique, le tribun, pour autant, il n'était pas dans une démarche de conquête du pouvoir, il était plus un agitateur et un provocateur, ce qui avait du sens parce que le parti était tout petit, donc il fallait se faire entendre. Mais il était tellement dans les excès que je n'aurais pas pu voter pour lui. Marine Le Pen, ce qui m'a convaincu, c'est qu'elle avait un projet sérieux quand je l'ai rejoint en 2014 et qu'elle avait envie de conquérir le pouvoir, qu'elle avait envie de redresser le pays avec les moyens de la politique et avec l'outil qu'est le Rassemblement national. Et on nous dit ce sera Marine ou Bardella en 2027 ? Ah, ça on verra. On verra. Ah, faut que je prends des coups de pression des collègues, pas de soucis. Je crois que c'est le message. On verra. Moi, je souhaite que ce soit Marine, parce que je considère qu'elle a aujourd'hui toutes les cartes en main et qu'elle incarne quelque chose dans le pays. Elle a rassemblé 13 millions de Français. Elle a un groupe très important, le premier groupe d'opposition avec 89 députés à l'Assemblée nationale. Elle a un lien qui est unique dans le paysage politique avec le peuple français, notamment avec les catégories populaires. Je pense que si ça continue, effectivement, elle sera présidente en 2027. Il y a plus d'abstention au second tour que de personnes qui ont voté pour Marine Le Pen. Qu'est-ce que ça vous évoque sur le défi démocratique qu'on a actuellement ? Mais effectivement, ça nous le disons depuis des années, c'est que l'abstention, c'est un péril pour la démocratie, c'est que des gens ont été dégoûtés à la fois par le manque de représentativité, et je pense que le fait d'instaurer la proportionnelle, ce serait une bonne chose pour que chaque Français puisse se dire mon vote a du sens. Et d'ailleurs, les Français, ce qu'ils ont fait aux législatives, c'est qu'ils ont un peu imposé une forme de proportionnelle avec cette répartition. C'est surtout qu'on est passé d'un tripartisme au bipartisme, quoi. Et surtout qu'on est passé... oui, et puis là, surtout, on a changé de quelque part de système avec une majorité qui est minoritaire au Parlement. Et ça, c'est plutôt intéressant. Et puis après, tous les échecs des politiques, tous les mensonges, toutes les promesses de campagne, tout ça, ça dégoûte. Et moi, je dis, pour changer les politiques, il faut faire de la politique, il faut aller voter. Et c'est pour ça que le vote est aussi essentiel pour la vie de chacun d'entre nous. Bon, je crois que l'interview touche à sa fin. Je crois que c'était ça le sens du message, qu'il fallait y aller. On a une petite question. Comment ça va votre jambe ? Eh bien, ça va bien. Ça va mieux. On a débriefé la blessure. Oui. J'avoue, je vais être honnête, j'ai un peu rigolé quand même. Ah oui Ça, c'est méchant parce que j'ai beaucoup souffert. Oui, non, parce que c'est vraiment sur la vidéo, parce que ça a été filmé. Je sais pas si. Est-ce que vous l'avez revu votre chute ? Oui, je l'ai vu. Et vraiment, la façon dont vous tombez est quand même tout seul. Non, mais en fait, il faut savoir, parce que oui, ça peut faire rigoler, toutes les blessures, principalement tendon rotulien, si vous reprenez, je ne fais pas de comparaison, mais j'ai la même blessure que Ronaldo. Et si vous prenez, parce que moi je l'ai vu en direct en avril 2000, quand Ronaldo donc, se rompt le tendon rotulien, il fait un passement de jambe tout seul. Ouais. Voilà, et il y a le genou qui part, etc. Et là c'est pareil, le niveau n'est pas le même évidemment. Je prends appui sur la jambe gauche,
le tendon pète et donc je tombe. Et vous avez vu les tweets, certains faisaient des blagues, par exemple, je me souviens d'un tweet qui disait la pelouse a crié Allah Akbar d'après BFM TV. Oui, c'est marrant. Vous en avez rigolé des blagues ou pas sur vos... Oui, alors moi je ris facilement en fait contre moi quand ça me vise. Moi j'ai pas de problème avec l'autodérision. Il y a de très très bonnes blagues, etc. Je vous demande si vous êtes déçu de ne pas pouvoir au Qatar. Sélectionner. Oui, mais je comptais bien remplacer Pavard. J'étais vraiment j'étais pas loin. J'ai fait une bonne saison dans l'équipe du RN. Et puis là, Deschamps m'a pas sélectionné. Je comprends, parce que là, j'aurais été un handicap pour l'équipe. Et avant qu'on se quitte, je voulais juste vous répondre parce qu'on a effectivement pour ou contre la méthode du contact tactique. Donc, on a 2 autres sujets qui sont en une actuellement sur Pure Pause. Le premier, c'est faut-il regarder la Coupe du Monde au Qatar? Donc pour ou contre le boycott. Pour, on a Pascal Boniface, pour ne pas boycotter, pour regarder la Coupe du Monde, Pascal Boniface qui est pour et Manon Aubry qui est députée européenne qui est contre. Vous, quelle est votre position par rapport à ça? Alors moi, j'étais contre l'attribution de la Coupe du Monde au Qatar pour toutes les raisons que l'on connaît. C'est-à-dire, nous avons affaire à une dictature islamiste qui subventionne le djihadisme international. Nous avons affaire à un pays, et d'ailleurs, ça a été rappelé par l'un des ambassadeurs qataris, où les homosexuels encourent la peine de mort, où les femmes coupables, entre guillemets, d'adultère peuvent être lapidées, incarcérées, où les touristes, il leur a été dit d'ailleurs, les supporters, donc de se comporter selon les règles islamiques. La construction des stades a été une aberration écologique, a été une aberration aussi humanitaire, puisqu'il y a eu des morts en cascade de véritables esclaves du Pakistan, du Népal, etc. Pour toutes ces raisons-là, cette Coupe du Monde n'aurait jamais dû avoir lieu au Qatar. Maintenant qu'elle est attribuée et maintenant qu'elle va avoir lieu dans quelques jours, je considère que c'est ridicule de sanctionner l'événement sportif et de faire semblant en disant c'est très facile de dire ah ben oui voilà au nom des ouvriers etc comme Manon Aubry je ne regarderai pas, j'éteindrai. Très bien, mais on l'a pas trop entendu sur les droits des femmes avant. Et moi ce que j'aimerais pour notre équipe de France symboliquement, c'est qu'ils mettent un genou à terre avant chaque match, comme ça a été le cas après George Floyd. Ils participent à ces compétitions mondiales, très bien. De toute façon, c'est pas eux de décider et encore une fois, de sanctionner, ou en tout cas de se priver de cet événement, mais symboliquement, en mémoire de la construction de ces stades de sang, un genou à terre serait pas mal avant le début des matchs. Et le deuxième, non, ça c'est le rapport d'information, c'est autre chose. Le deuxième, c'est sur les panneaux d'affichage, les publicités lumineuses. Est-ce que vous êtes pour ou contre interdire les publicités lumineuses? C'est fait avec notre partenaire du Dranche. Je ne sais pas si vous connaissez le Dranche. Les publicités, oui, parce que très sincèrement, on a tellement de publicités aujourd'hui qui infestent l'environnement urbain et notamment les entrées de ville. Moi, ça me choque pas. Les publicités, c'est pas l'éclairage urbain. Non, voilà. Mais les publicités lumineuses, notamment dans le métro parisien. Moi, ça me choque pas. Je trouve qu'il y a trop de publicité. Et là, pour le coup, il pourrait y avoir un peu de sobriété. Après, il ne faut pas que ça rentre dans la dinguerie de tout éteindre partout, parce que là, pour le coup... Donc, les gens qui éteignent la nuit, vous savez, les panneaux des entreprises... alors moi, ça me choque pas. Voilà. À partir du moment où ils n'éteignent pas les réverbères, tout va bien. D'accord. Et dernière, deux petits points encore, parce que évidemment, on est 40 personnes, donc il y a beaucoup de gens qui vous posent des questions. La première, c'est qu'est-ce que vous pensez de la compétition de ski en Arabie Saoudite, les Jeux d'Asie d'hiver qui ont été donnés à l'Arabie Saoudite, qui va construire une montagne pour, je crois, 500 milliards. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Et au moment où en fait, on nous demande de mettre nos radiateurs à 19, de baisser, de décaler, etc., au moment où on dit que les Français sont d'odieux anti-écolos, qu'il faut faire encore plus d'efforts à tous les niveaux, en fait, on a ce genre de manifestations qui sont des hécatombes environnementales. Donc, soit, et c'est bizarre, on n'en parle pas beaucoup. Pareil, les traités de libre-échange qui polluent et qui dévastent la planète. Ça, encore une fois, on ne s'attache pas à les interdire et à passer un autre modèle économique, mais on va sanctionner toujours les mêmes qui font des efforts depuis des années. Et il y a une réaction et qui me tient particulièrement à cœur, parce que je suis le premier à en parler sur les réseaux sociaux. En parlant de vous, après, vous trouvez ça drôle d'envoyer des images de viande à Aymeric Caron, niveau gaminerie, on bat des records. Ça, c'est un reproche que je fais beaucoup sur le niveau politique en 2022. C'était une belle entrecôte.
Très très bonne. Française ou pas? Française, toujours. Viande française, charolaise, parce que c'est ma région. Et sur les réseaux sociaux, on peut avoir un peu de légèreté. La politique aussi, ça peut être léger, c'est des sujets sérieux. Et face à Aymeric Caron, qui est tellement dans la caricature et dans la bêtise, je lui ai renvoyé la monnaie de sa pièce avec cette photo. Je pense qu'il ne faut pas en faire une entrecôte. La vanne est retenue. Il y a beaucoup de réponses, malheureusement, on ne pourra pas tout répondre, mais vous serez bienvenus pour défendre une PPL prochaine. Vous avez déjà des idées de prochaines PPL que vous Alors, il y en a déposer une tout à fait que je compte déposer qui concerne, il y a plusieurs sujets que je ne vais pas éventer, mais prochainement. Un petit teasing. Mais prochainement, notamment sur l'implantation des éoliennes. Voilà, qui est un bon sujet qui concerne aussi pas mal de gens. Et puis d'autres sujets que je viendrai parler avec vous avec plaisir. Et je diffuse juste ce communiqué de presse que j'ai reçu au moment où vous êtes arrivé. Oui. Communiqué du groupe Rassemblement National à l'Assemblée Nationale qui annonce justement lutte contre les rodéos urbains. Julien Andoul et Laurent Jacobelli déposent une proposition de loi. Où il y a le développement de tout ça. Ils vous tiendraient d'ailleurs une conférence de presse mardi prochain. 15 novembre à 14h05 à l'Assemblée Nationale, qui sera diffusée en ligne. Je ne pense pas. En tout cas, les journalistes, n'importe qui peut venir pour y assister. Après, je ne sais pas si c'est retransmis, mais en tout cas, on en fera la publicité. Donc voilà, et on vous demande pour conclure, trouvez-vous intéressant ces échanges sur Twitch ? Très intéressant, j'aime beaucoup. D'ailleurs, je l'avais dit en juillet dernier quand j'avais été invité avec ma collègue Laure Lavalette. C'est une manière décontractée d'aborder des sujets de fond et puis d'être aussi sollicité par des questions, de pouvoir apporter des éclairages. Donc c'est en tout cas un très bon moyen de faire passer un certain nombre de messages. Et vous allez lancer votre chaîne Twitch ou pas ? Non, peut-être pas. J'ai pas le temps, mais... Si vous avez un mot de conclusion à dire, vu qu'on va se quitter maintenant. Merci de l'invitation. Et j'espère que cette proposition de loi alimentera le débat et surtout sera à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale pour permettre une amélioration à la fois pour la sécurité, la tranquillité publique et pour un peu plus de justice. C'est le 1er décembre, non, la niche parlementaire du RN ? Non, c'est janvier. Janvier. C'est début janvier. Et oui, et juste, ça c'est celui qui a ouvert la porte, donc je suis obligé, sinon il va me taper. Oui. Et la PPL sur la corrida de Macron, la corrida de Macron. La corrida de Caron. Non, parce la corrida de Macron, oui. Eh bien, écoutez, on va en discuter. On est en réflexion avec certains collègues. Moi, je suis farouchement contre la corrida. Je me suis toujours prononcé pour son interdiction. Je considère que c'est une pratique barbare. Donc, on va réfléchir. D'ailleurs, ça tombe bien, puisqu'on a une réunion d'information qu'on organise mardi matin avec des associations qui défendent la condition animale pour justement regarder de près cette proposition de loi, parce que qu'importe l'auteur, il y a un thème important qui mérite de s'y intéresser. Merci Monsieur Odoul d'avoir répondu à nos questions. Nous on se donne rendez-vous mardi dans Midi au Perchoir pour parler de l'actualité politique. Ciao, bonsoir, à mardi prochain. Salut à tous.